Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez étonnante qui agite le monde de la défense et même un peu au-delà. Ça concerne notre fleuron technologique, le Rafale F4. On le présente toujours comme l'outil ultime, conçu pour des missions hyper complexes, supériorité aérienne, frappe en profondeur. Et pourtant, il se retrouve au cœur d'un débat surprenant. Selon les analyses qu'on a pu consulter, il serait jugé, je cite, totalement inutile face à une menace qui monte, les drones. On a tous en tête des incidents récents, comme ce survol du corps militaire de Mourmelon-le-Grand, là, en septembre 2025. Ça a ravivé pas mal de discussions, parfois avec une certaine anxiété, dans les médias d'ailleurs. Alors, la question c'est comment un appareil aussi sophistiqué peut être considéré comme inadapté et surtout, quelles sont les vraies réponses face à ce type de menace? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. On a épluché plusieurs textes qui analysent l'efficacité, mais surtout, et c'est ça le point clé, le coût d'engagement du Rafale F4 contre ces engins, et qui replace aussi le problème dans un contexte plus large. Notre objectif, extraire les infos importantes, comprendre les arguments, notamment économiques et opérationnels, qui sont souvent un peu contre-intuitifs, et puis identifier les alternatives qui sont mises en avant. Prêt? Allons-y. Le point qui frappe vraiment d'emblée, et c'est là que les sources sont très très claires, c'est l'argument économique. Quand on lit que le Rafale est totalement inutile dans ce scénario précis, attention, ce n'est pas une critique de ses capacités globales, c'est vraiment une question de chiffres, de ratio coût-efficacité. Oui, c'est exactement ça. C'est le cœur du problème que soulèvent les analyses. Pour bien comprendre le décalage, il faut regarder un peu les ordres de grandeur. Les sources sont assez précises là-dessus. On estime le coût d'un drone hostile potentiel, souvent des appareils assez simples, entre, disons, 15 000 et 20 000 euros. 15 à 20 000 euros, d'accord. Voilà. Maintenant, on compare avec ce que le Rafale pourrait utiliser. Prenons un missile RR Mika. C'est conçu pour abattre des avions de chasse, d'autres missiles. Eh bien, son coût est chiffré à un peu plus d'un demi-million d'euros. L'unité. Un demi-million? Ah oui, là déjà, la différence est juste énorme. Et attendez, ce n'est pas tout. Si on envisageait d'utiliser le missile Météor, qui est encore plus performant, là les sources indiquent qu'il coûte environ 3 fois plus cher que le Mika. 3 fois plus. Oui, donc on dépasse largement le 1,5 million d'euros pour un seul tir. 1,5 million d'euros. Voilà, on se retrouve face à une disproportion qui rend l'équation économiquement intenable selon ces documents. Utiliser une munition à 500 000 euros ou pire à 1,5 million... Pour neutraliser une menace qui vaut peut-être même pas 20 000 euros, c'est... Oui, c'est un peu l'image du marteau-piqueur pour écraser une mouche, si on veut. C'est peut-être efficace, mais... C'est une bonne image, oui. Les sources utilisent des mots forts comme économiquement insensé ou impraticable. Elles soulignent bien que justifier une telle dépense serait extrêmement difficile, voire impossible, politiquement et budgétairement. On imagine bien la scène, oui. D'ailleurs, les textes anticipent ce tollé politique potentiel. Ils disent clairement que si ça arrivait, un Rafale qui descendrait un drone basique avec un missile à ce prix-là... Les critiques fuseraient de partout, de la gauche, de la droite, des extrêmes. Tout le monde crierait au gaspillage d'argent public. L'expression « jeter l'argent par les fenêtres », elle est même citée pour montrer comment ce serait perçu. Absolument. Donc cette contrainte économique, elle est vraiment centrale dans l'analyse. Ce n'est pas une question de capacité technique du Rafale à détruire la cible, ça, personne n'en doute. C'est une question de soutenabilité, de pertinence de l'outil pour cette mission précise. Mais le Rafale, il n'a pas que des missiles qui coûtent une fortune, il a aussi son canon interne. Les sources en parlent de cette option, le M791 ou Nexter Type 30. Est-ce que ce serait pas une alternative plus crédible alors ? Alors, sur le papier, oui, l'argument économique est bien meilleur. On parle d'un canon de calibre 30 mm et chaque obus tiré, là, les sources l'estiment entre 100 et 150 euros. Ah oui, là, on change d'échelle. 150 euros comparé à 1,5 million. Exactement. Là, on est dans des ordres de grandeur beaucoup plus raisonnables par rapport à la valeur de la cible. Mais alors, où est le hic? Parce qu'il y en a forcément un, j'imagine. Le problème que soulèvent les documents, c'est celui de la précision et de l'efficacité réelle dans ce contexte particulier. Le canon est décrit comme étant nettement moins précis qu'un missile guidé. Vous s'imaginez la scène, un avion de chasse qui vole à plusieurs centaines de kilomètres par heure, Oui. qui essaie d'aligner une cible qui peut être toute petite, lente, et qui peut manœuvrer assez bas. Même si les pilotes s'entraînent très régulièrement au tir canon RR de jour comme de nuit, les sources sont claires.
La probabilité d'atteindre un petit drone avec des obus non guidés, elle n'est pas garantie du tout. D'accord. Donc en gros, on risque de devoir tirer beaucoup, beaucoup d'obus pour espérer toucher la cible. Ce qui finalement augmente le coût et réduit l'efficacité. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Il faudrait potentiellement un grand nombre d'obus pour être sûr de détruire la cible sans certitude de succès rapide. Et pendant ce temps, le Rafale, un appareil conçu pour le combat haute performance, il est mobilisé pour une tâche pour laquelle il n'est pas vraiment optimisé. Il brûle du kérosène, il monopolise des ressources précieuses, donc l'option canon, même si elle est beaucoup moins chère que les missiles, elle présente de vraies limites opérationnelles d'après ses analyses. D'accord, je comprends mieux. Si les missiles sont beaucoup trop chers et si le canon n'est pas assez précis ou efficace pour ces missions-là, on voit pourquoi les sources concluent à cette forme d'inutilité du Rafale spécifiquement contre les drones basiques. Mais alors, on fait quoi? Il faut bien protéger l'espace aérien. Et c'est là justement que les sources deviennent particulièrement intéressantes. Elles insistent beaucoup sur le fait que la France ne peut pas et ne doit pas se reposer uniquement sur ses avions de chasse pour cette tâche spécifique. L'accent est vraiment mis sur le besoin de solutions alternatives, plus adaptées et surtout plus rentables. D'ailleurs, l'expérience qui a été accumulée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est citée comme ayant été primordiale pour l'armée de l'air et de l'espace sur ce sujet. Ah oui, les JO 2024. Qu'est-ce qu'on a appris de spécifique pendant cet événement d'après les sources? Alors, les documents ne rentrent pas dans les détails tactiques précis, évidemment, mais ils soulignent que les JO, ça a été un vrai laboratoire à grande échelle, pour tester, pour affiner les dispositifs de lutte anti-drone, la LAD, dans un environnement hyper complexe. On avait un mélange d'espace aérien, civil, militaire, des zones urbaines très denses, plein de sites sensibles. Cette expérience a permis de valider l'efficacité de différentes couches de détection, d'intervention. Et ça a confirmé, selon ces analyses, que la réponse n'est pas d'envoyer systématiquement des chasseurs. D'accord. Et quelles sont donc ces fameuses alternatives qui sont jugées plus pertinentes? Eh bien, les textes pointent vers des moyens plus rustiques, c'est parfois le terme employé, mais mieux adaptés à cette menace lente et peu coûteuse. C'est intéressant de noter que même l'hélicoptère d'attaque Tigre, qui est pourtant une machine redoutable, Oui, on pourrait penser au Tigre. eh bien, même lui n'est pas jugé idéal. Pourquoi? Parce que son armement missile-roquette reste proportionnellement trop cher pour engager des drones basiques. D'accord. Donc on cherche quelque chose d'encore plus simple et plus économique en fait. Exactement. Les sources mentionnent par exemple l'hélicoptère Gazelle. C'est un appareil plus ancien mais toujours en service, équipé d'une mitrailleuse en sabord. En sabord. C'est un moyen qu'elle tire depuis une ouverture sur le côté de l'appareil. Ça donne un très large champ de vision et de tir vers le bas, sur les côtés. C'est pratique pour ce genre de cible. Mais la solution qui semble vraiment avoir la faveur des documents, celle qui est décrite comme la meilleure, demeure forcément, c'est un autre hélicoptère léger, l'Eurocopter AS-555 Fennec, dans sa configuration spécifique Massa. Massa. Vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie et en quoi ça consiste exactement? Alors, MASSA, ça veut dire mesure active de sûreté aérienne. C'est une configuration qui est spécifiquement pensée pour la surveillance de l'espace aérien à basse altitude et pour l'intervention rapide contre des menaces lentes ou, disons, atypiques, comme justement les drones ou des petits avions légers non identifiés, surtout au-dessus de zones sensibles. Le Fennec Massa, il est vraiment conçu pour opérer dans cet environnement très particulier. Et qu'est-ce qui le rend si adapté, ce Fennec Massa, d'après les sources? C'est sa flexibilité et surtout le type d'armement qu'il peut emporter pour cette mission précise. Les textes évoquent la présence à bord d'un tireur de haute précision. Et ce tireur, il pourrait utiliser toute une gamme d'outils jugés plus appropriés et surtout bien plus rentables. On parle d'armes anti-drone à impulsion électromagnétique, ça brouille ou ça neutralise l'électronique du drone sans le détruire physiquement. Ah oui, c'est intéressant ça. On parle aussi de fusil à pompe. Un fusil à pompe? Oui, un fusil à pompe. La gerbe de plomb augmente la probabilité de toucher une petite cible mobile à courte portée. Ou même un fusil d'assaut standard. Fusil à pompe, fusil d'assaut, franchement, ça tranche radicalement avec l'image high-tech des missiles guidés par laser ou radar qu'on associe au Rafale. Ah, tout à fait. Et les sources soulignent bien ce décalage. Elles parlent de solutions moins sexy médiatiquement, moins spectaculaires, c'est sûr. Mais elles insistent. Ces méthodes sont jugées plus efficaces dans ce contexte précis et surtout incomparablement plus rentables pour neutraliser ces drones lents et peu coûteux. L'idée, c'est vraiment d'adapter la réponse à la menace sans surréagir avec des moyens qui sont totalement disproportionnés.
C'est fascinant de voir cette approche très pragmatique mise en avant. Et c'est vrai qu'on voit bien le contraste avec l'imaginaire collectif autour de la défense aérienne, qui est souvent focalisé sur les intercepteurs supersoniques, quoi. D'ailleurs, les sources pointent un peu du doigt, parfois avec une pointe d'ironie, certains experts qu'on voit sur les plateaux de télé, ceux qui, à la moindre alerte drone, réclament tout de suite l'intervention des Rafales. Oui, Alors que les analyses opérationnelles et économiques, elles, pointent vers ces solutions plus discrètes, mais visiblement plus adaptées. Oui, il y a clairement une forme de décalage entre la perception publique, qui est parfois influencée par une vision très cinématographique de l'action militaire, et puis la réalité des contraintes. Contraintes opérationnelles, contraintes budgétaires, qui poussent à chercher le juste besoin et le juste coût. Et pour ajouter une autre dimension à tout ça, les documents nous rappellent aussi que cette hantise des drones, comme ils l'appellent, ce n'est pas un phénomène complètement nouveau en France. C'est un point important, oui, pour nuancer un peu l'idée d'une menace totalement inédite et qui exploserait soudainement. Les sources nous rafraîchissent un peu la mémoire. Il y a une dizaine d'années, 2015 surtout, Ah oui. la France avait déjà connu une vague assez significative de survol de sites sensibles par des drones. On se souvient peut-être des incidents survenus à la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue, en Bretagne. C'était en janvier 2015. Oui, oui, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, je me souviens. Exactement. Et ce n'était pas un cas isolé. Le mois d'après, il y avait eu des survols signalés au-dessus de sites parisiens importants, comme l'ambassade américaine, la Tour Eiffel. Puis en mars 2015, c'est le centre de transmission stratégique de la Marine nationale à Sainte-Assise, en Seine-et-Marne, qui avait été survolé. Tout ça d'ailleurs, c'était dans un climat de tension assez élevé, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Donc replacer l'incident récent de Mourmelon dans cette perspective historique plus longue, ça permet de voir que c'est une problématique récurrente, même si bien sûr la technologie des drones et leur prolifération ont évolué depuis 10 ans. C'est un rappel utile, effectivement. Et cette mise en perspective historique, elle est d'autant plus pertinente que les sources critiquent aussi une certaine tendance de certains médias généralistes à, je cite, tout confondre ou surjouer l'information lors d'incidents récents. Oui, les analyses pointent une propension à parfois faire des amalgames un peu rapides. Par exemple, en liant sans vraiment de nuances des événements qui sont de nature très différente. D'un côté, on a des violations d'espace aérien par des munitions ondeuses ou des débris de missiles dans des pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne ou la Roumanie. Là, on est clairement dans un contexte de guerre. Et de l'autre, on a le survol par un drone, probablement de type commercial, du camp de Mourmelon en France. Les sources invitent vraiment à distinguer la nature de l'engin, sa provenance potentielle, qui d'ailleurs reste souvent inconnue dans ces cas de survol, et surtout le niveau de dangerosité réel, qui n'est pas du tout le même. Donc un appel à la prudence et à l'analyse critique de l'information face à un sujet qui peut facilement générer de l'inquiétude ou être instrumentalisé. Tout à fait. Comprendre le contexte, bien distinguer les faits, évaluer les ordres de grandeur. C'est essentiel pour ne pas tomber dans une dramatisation excessive ou dans des conclusions hâtives sur la nature de la menace et sur les réponses qu'il faut y apporter. Bien, si on essaye de rassembler un peu tous les fils de cette discussion. Le message principal qui ressort de l'analyse de nos sources est finalement assez clair. Le Rafale F4, malgré ses immenses qualités pour les missions pour lesquelles il a été conçu, eh bien, il n'est pas l'outil adapté pour contrer la menace spécifique des drones lents et bon marché. La raison numéro 1, c'est l'économie. Ces munitions sont beaucoup trop chères pour cette tâche. Et l'alternative du canon, moins coûteuse, elle, pêche par un manque de précision qui est jugé rédhibitoire. C'est une synthèse tout à fait juste. L'enjeu, ce n'est pas de dénigrer le Rafale, loin de là. Mais c'est de comprendre, comme le soulignent bien les sources, qu'il n'existe pas d'outil universel en matière de défense. Chaque menace appelle une réponse spécifique. Et dans le cas des drones rustiques, la réponse la plus pertinente, ce n'est pas forcément la plus sophistiquée technologiquement. C'est celle qui offre le meilleur compromis, coût-efficacité, disponibilité. Et ces réponses alternatives, elles existent et elles sont privilégiées par les analyses Massa. On a parlé des hélicoptères légers, comme le Fennec Massa, équipés d'armements moins spectaculaires, mais plus adaptés et surtout plus économiques. Ça va du fusil de précision au système d'impulsion électromagnétique. L'expérience des JO 2024 a d'ailleurs été cruciale pour valider ces approches multicouches apparemment. Exactement. Ce que cette situation illustre, au fond, c'est un défi permanent pour toutes les forces armées du monde. L'adaptation constante, face à l'évolution rapide et souvent asymétrique des menaces. La course à la haute technologie, elle est nécessaire pour garder l'avantage dans certains domaines, c'est évident. Mais elle ne doit pas faire oublier l'importance d'avoir une palette de solutions diversifiées.
y compris des options plus simples, plus agiles et plus soutenables économiquement pour répondre à des menaces plus diffuses ou moins conventionnelles. La pertinence, au final, ça se mesure à l'adéquation entre l'outil et la cible. Et tout cela nous amène peut-être à une réflexion finale, une question qui reste un peu ouverte à l'issue de cette exploration des sources. Si, face à certaines menaces bien réelles de notre époque, comme ces drones qui prolifèrent, les solutions les plus efficaces, les plus rationnelles, s'avèrent être moins complexes, moins chères, peut-être même low-tech par certains aspects, quelles leçons plus larges est-ce qu'on peut en tirer pour l'avenir? Est-ce qu'il faut repenser un peu notre fascination pour la sophistication technologique à tout prix dans le domaine de la défense et de la sécurité? Ou, du moins, est-ce qu'il faudrait rééquilibrer nos investissements, notre doctrine, pour mieux valoriser ces solutions pragmatiques, agiles et spécifiquement dimensionnées aux besoins réels, même si, c'est vrai, elles brillent un peu moins sous les projecteurs? C'est une question qui mérite sans doute réflexion.